Alors que Sangoku vient de vaincre la menace que représentait Moro, l'univers retrouve la paix et la Z-Team passe enfin de bons moments tous ensemble. Mais comme vous le savez, l'univers 7 ne connaît que très peu de repos, puisque des individus toujours plus dangereux les uns que les autres se manifestent dans des buts toujours plus malveillants. Et c'est justement l'ouverture de ce nouvel arc qui annonce un mauvais présage pour l'univers 7, puisque les restes de Seven Tree ont été récupérés par des individus que nous ne connaissons pas encore. En réalité, ce sont des pirates qui semblaient posséder Seven Tree avant que celui-ci ne soit dérobé par Sagambo et sa bande. Dans le même temps, on comprend que l'objectif de ces pirates, qui sont dirigés par ce maître Gouachi, est de conquérir l'univers. Ça ne change pas. Non loin du vaisseau de ces pirates, un nouvel individu semble les observer et se prépare à se joindre à eux, à la recherche de quelque chose. Mais qui est cet homme? Et que recherche-t-il? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je tiens à vous remercier car l'histoire de Moro vous a plu et je vois que le format des histoires vous plaît de plus en plus. C'est donc tout naturellement que je vous propose aujourd'hui l'histoire d'un des combattants les plus puissants de l'univers 7. Vous l'avez compris, je vais vous raconter l'histoire de Granola. C'est parti. Alerté par ses hommes, Maître Gouachi panique à l'idée qu'un individu tente de pénétrer dans son vaisseau et ordonne donc d'envoyer les gardes. L'homme qui est en train de les attaquer semble convoiter quelque chose en leur possession. Cependant, il ne fait pas usage de techniques à base d'énergie puisqu'il semble seulement utiliser une arme plutôt efficace contre l'ennemi. Soudain, une armée d'individus ressemblant fortement à Seven Tree est libérée et ces derniers vont aussitôt se lancer sur celui qui se nomme Granola. On apprend dans le même temps qu'il est à la recherche d'une cible. Ainsi, il est guidé par une sorte d'intelligence artificielle nommée Watmill. Sur le point d'être frappé par un des Seven Tree, Granola se défend avec une attaque de ki mettant KO aisément l'un d'entre eux. Il se défend plutôt bien puisqu'il neutralise l'ensemble d'entre eux, bien qu'ils soient en surnombre. Granola réussit à pénétrer dans une salle où se trouve celui qui a accompagné Moro dans son combat contre la Z-Team sur Terre. Et celui-ci semble se régénérer tout doucement. Voici OG-73-1 et c'est la cible de Granola. Mais alors qu'il est concentré dans sa mission, Granola subit de violentes visions mettant en scène des gens qui semblent appartenir à son peuple et ces derniers semblent dans un état pas très rassurant. Dans les nuages de poussière causés par la destruction de sa civilisation, on aperçoit les silhouettes de plusieurs bêtes géantes ressemblant fortement à des singes géants. Finalement, ça n'y ressemble pas. C'est exactement ça. Pour en revenir à sa mission, elle n'était pas basée sur la mort de OG-73-1, mais plutôt sur son kidnapping. Mais pour en faire quoi? C'est lors d'une conversation avec Watmill que l'on découvre qu'en réalité Granola voue une haine présente envers l'armée de Freezer. L'histoire s'approfondit lorsque Granola confirme que son peuple a été éradiqué par des barbares de primates qui appartenaient à l'armée de Freezer. On apprend dans le même temps que Granola est un céréalien, un peuple que nous ne connaissions pas jusqu'à ce moment. Ainsi, il n'est pas à jour puisqu'il pense toujours que la planète Vegeta a été détruite par une météorite géante. Je sais que vous avez bien évidemment compris, mais ces barbares primates sont en réalité les Saiyans. Un peu plus tard, Granola semble apporter OG-73-1 vers un lieu au fin fond de l'univers, et un des chasseurs de primes, si je puis dire, semble s'intéresser à Seven Tree en mentionnant le nom d'un certain Elec. Effectivement, de ce qui est dit par cet individu, ce Elec semble convoiter l'être artificiel capable de copier les techniques des adversaires qu'il touche. Celui qui se nomme alors Soshiru tente de gratter un peu la prime de Granola, mais ce dernier refusera de partager sa récompense. Granola se trouve alors face à 4 personnes se faisant appeler les Eaters, et un plus précisément semble être leur leader. Pour les voir de plus près, celui qui se nomme Elec félicite Granola pour sa prise avant de demander à Oil de vérifier la véracité de l'identité de Seven Tree. Après confirmation, il demande à Maki de donner la récompense à Granola puisque ce dernier réclamait son argent. Le but des Eaters n'est pas de se servir de Seven Tree pour créer une armée, puisqu'ils ne sont pas des combattants. Ce sont plutôt des gens fortunés qui préfèrent se payer les services de combattants. En réalité, Seven Tree va servir d'information de données, puisqu'il a sans aucun doute collecté énormément de données avant d'être réduit en miettes. Elec informe également Granola que Freezer a ressuscité, ce qui réjouit fortement ce dernier car il va enfin pouvoir venger son peuple en éliminant Freezer une bonne fois pour toutes. Dans l'excitation du moment, il demande où se trouve Freezer, mais Elec lui répond qu'il ne sert à rien de vouloir prendre sa vengeance. Freezer se trouve à un niveau bien trop élevé du sien. Mais ne voulant pas écouter,
Granola s'approchera un peu trop près des Leks, ce qui fait intervenir un des Eaters qui se nomme Gas. Et celui-ci n'aura aucun mal à neutraliser Granola. Une alliance semble se former entre les Eaters et Granola, car tous désirent voir Freezer mort. La raison pour les Eaters est que Freezer sera un problème dans leurs affaires, tandis que pour Granola, encore une fois, c'est une question de vengeance. Sur le point de rentrer sur la planète céréale, Granola est attaqué par Soshiru et sa bande car ces derniers souhaitent dérober la récompense qu'a perçue Granola. Alors que les assaillants sont déterminés à attaquer, ils seront facilement neutralisés par Granola qui n'a aucun mal à s'en débarrasser. Soshiru nous apprend qu'habituellement, Granola se bat uniquement avec son cache-œil, pour bien viser. Mais Whatmill répond que les céréaliens naissent avec un œil droit spécialement prévu pour viser, et le pouvoir de Granola est tout simplement bien développé. Voici le visage de Granola dans les détails. Son œil rouge est bien évidemment celui pour viser. Soshiru prend alors la fuite en prenant soin de laisser son argent à Granola pour s'excuser de l'attaque à son encontre. Granola reprend alors sa route en se jurant de devenir plus fort que n'importe qui en mémoire de tous les céréaliens qui sont morts à cause de l'empereur de l'univers. Voici la planète céréale, qui à première vue semble être vivante avec une civilisation présente. Granola se balade alors dans une ville ou un centre commercial en tout cas, mais je vous épargne tous les détails du manga. Mais je suis quand même obligé de parler des Sugariens, le peuple qui réside sur la planète céréale. Car Granola semble refuser de se joindre à eux, préférant rester reculé dans les montagnes, et pour cause, cette ville a été construite par les Eaters. Bien que ce soit la planète des céréaliens, il y a 40 ans, lorsqu'elle a été ravagée par l'armée de Freezer, c'est là que les Eaters sont arrivés pour exploiter cette planète mourante. Ils ont alors vendu la planète aux Sugariens, qui étaient eux-mêmes sans civilisation. Depuis ce jour, la planète céréale leur appartient, même si Granola est toujours vivant. Ce dernier semble également quelqu'un de profondément touché par la perte de son peuple, se remémorisant toujours le passé et les vestiges de sa ville. Un peu plus tard, Granola rejoint un ami à lui qui est en réalité un Namek. Et là vous allez vous questionner, comment ça se fait qu'un Namek se trouve sur la planète céréale? Pour répondre à cette question, à l'époque et avant l'annihilation des céréaliens, ces derniers cohabitaient avec les Namek, tout simplement. Ainsi les Namek et les céréaliens sont alliés. Cet ami est en réalité considéré comme étant le grand-père adoptif de Granola, et celui-ci est âgé de plus de 500 ans. Il est donc plus vieux que le roi des monts Piccolo. Lors d'une discussion entre les deux hommes, le grand-père de Granola lui déconseille fortement de se mesurer à Freezer, puisqu'il n'est pas de taille. C'est ainsi que Granola pointe du regard un objet ressemblant fortement à une Dragon Ball, et pour cause, c'en est une. Mais grand-père Namek n'est pas d'accord avec ce désir. Les Dragon Ball n'ont pas été conçus pour assouvir des désirs personnels. Bulma rigole au fond de la pièce avec ses vœux superficiels. Plus sérieusement, les Dragon Ball étaient autrefois utilisés pour des rituels à la gloire envers les héros Namek. Rien de plus. Et aujourd'hui, sur la planète céréale, c'est le seul Namek encore en vie. Ainsi, lors de sa mort, les Dragon Ball vont disparaître avec lui. Granola souhaite faire usage de ces artefacts pour redonner à la planète céréale son aspect d'antan. Mais que va-t-il faire des Sugariens? Il n'avait pas pensé à ça. Ainsi, il se retourne sur son désir de vouloir éliminer Freezer, mais son grand-père adoptif lui conseille encore et toujours de laisser tomber son souhait de vengeance. Excentré de tous, Granola ne cesse de penser au pouvoir que pourraient lui apporter les Dragon Ball, et c'est devant la télévision qu'il découvre où se trouve la deuxième Dragon Ball. Ainsi, il se couvre le visage et se rend en ville afin de dérober l'orbe sacré qui se trouve en la possession des Sugariens. Ayant réussi son coup, il sera recherché par les gardes ou policiers Sugariens, mais sans succès. Maintenant qu'il est en possession des 2 Dragon Ball, car oui, sur cette planète il suffit de 2 Dragon Ball pour faire exaucer son vœu, il demandera à Whatmill de lui indiquer la formule pour invoquer le dragon. Taka Rapto To Torombo Pupilito Paro, voici la formule énoncée par Granola, ainsi les orbes vont se mettre à briller et ainsi libérer le dragon sacré qui y réside. Voici qu'un nouveau dragon jamais vu auparavant dans l'œuvre apparaît. Il est bleu et semble plus petit que Shenron, peut-être parce qu'il n'y a que 2 Dragon Ball pour l'invoquer. Maintenant qu'il est bien devant lui, voici le vœu de Granola. Je veux devenir plus fort que n'importe qui. Fais de moi le meilleur guerrier de l'univers, celui qui possède la plus grande puissance parmi tous les êtres de la création, mis à part les dieux. En revanche, le dragon ne peut pas aller au-delà de la limite de Granola, et sur ce coup-là, il n'est pas fait pour être le plus puissant de l'univers.
Alors que le plan de Granola tombe à l'eau, le dragon semble avoir une petite idée à lui pondre. Il peut aller au-delà de la limite de Granola même si ce vœu a un lourd tribut. Mais ça ne fait rien, Granola est prêt à tout pour venger son peuple. Après ce vœu, l'apparence de Granola change légèrement. Le voici désormais avec des cheveux longs. Celui-ci semble alors s'entraîner à manipuler son nouveau pouvoir et nous constatons qu'il semble effectivement beaucoup plus fort qu'au début, même si nous n'avons jamais réellement vu l'étendue de sa puissance. Rejoint par Monaito, qui a directement compris que Granola avait fait usage des Dragon Ball, ce dernier ne lui cachera pas la vérité et lui dira qu'il est devenu le plus puissant de l'univers. Monaito, ou Monite, semble d'ailleurs être au courant de cette condition, et celle-ci ne semble pas le rassurer. Granola ne parvient pas alors à ressentir l'énergie de Freezer pour savoir où il se trouve. Il va donc aller voir Elec pour lui soutirer cette information. Bien évidemment, vaut mieux qu'il préserve son apparence habituelle, avec des cheveux plus courts, même si personnellement, j'aimais beaucoup son style. Elec répète alors à Granola qu'il n'est pas assez fort pour combattre Freezer, ce à quoi il répond qu'il est devenu le plus fort de l'univers. Oil n'accepte pas alors ce dérangement et le fait savoir à Granola. Ce dernier esquive alors le coup porté par Oil avant de le toucher simplement du doigt, provoquant une éjection spontanée. Oil reprendra alors le combat à la demande d'Elec, mais il n'aura aucun succès face à Granola, qui n'est pas là pour enfiler des perles. Il esquive alors tous les coups de son adversaire jusqu'au moment où il fait usage d'une sorte de magie pour réduire un bloc de pierre à néant. Maki, qui se sert de sa magie également, tentera à son tour de défaire Granola, mais sans succès. Elle sera baladée jusqu'au moment où Gas interviendra pour la sauver. Elec évite alors la confrontation entre les deux et souhaite savoir d'où Granola tient sa force. Et même s'il ne voulait pas y répondre au début, Elec sait se montrer très persuasif. Après avoir obtenu le renseignement qu'il voulait, Elec envoie balader gentiment Granola en lui expliquant qu'ils ne savent pas où se trouve Freezer, mais qu'ils le contacteront dès que ce sera fait. Nous en venons à la lourde condition qu'a accepté Granola pour devenir le numéro 1 de l'univers, puisqu'il a sacrifié les 150 dernières années de sa vie pour sa vengeance. Voilà qu'il lui reste que 3 années à vivre pour pouvoir assouvir sa vengeance. Alors il ne laisse pas énormément de temps aux Eaters pour retrouver l'empereur de l'univers. Sans savoir que dans son dos, ces derniers vont conspirer contre lui car ils ne souhaitent pas voir Granola détruire l'armée de Freezer, car ils veulent tout simplement les avoir sous leurs ordres. Elec, qui est alors le cerveau des Eaters, a pour idée de se servir des Saiyans pour éliminer Granola car souvenez-vous, ce sont des Saiyans transformés en Ozaru qui ont ravagé son peuple. Quand Granola va apprendre qu'il existe encore des Saiyans en vie, il va vouloir les affronter à coup sûr. Et voilà la solution pour se débarrasser de Granola. Et leur idée va fonctionner. Maki va contacter Granola pour lui informer que 2 soldats ont été envoyés par Freezer pour l'éliminer. Ainsi la rencontre est programmée pour dans quelques jours. Maki en rajoute une couche en affirmant que ces 2 soldats sont des Saiyans, ce qui réjouit Granola car même si Freezer est fautif de la mort des céréaliens, ce sont des mains des Saiyans qu'ils ont été massacrés. Voilà que 18 jours plus tard, Sangoku et Vegeta arrivent sur la planète céréale à la recherche du fameux criminel dont Maki leur a parlé. Ils se feront alors attaquer par Granola qui était au courant de leur venue, ainsi la confrontation peut commencer. Bien que Granola fasse preuve d'une technicité impressionnante, puisqu'il parvient à toucher un point vital de Sangoku sans trop d'efforts, un dialogue a lieu avant de poursuivre le combat. Sangoku et Vegeta ne comprennent pas pourquoi ils sont attaqués, et il faut dire que Granola n'est pas très bavard, puisqu'il refuse même de répondre à la question du pourquoi, du comment il a une rancune envers les Saiyans. C'est une véritable haine qu'il porte aux Saiyans, les traitant de peuples stupides, et c'est Sangoku qui sera désigné pour l'affronter. C'est avec la transformation du Super Saiyan divin que Sangoku affronte Granola, et bien évidemment cette forme ne sera pas suffisante pour rivaliser avec le pouvoir du céréalien. Sangoku, ayant compris qu'il ne peut pas riposter face à la vitesse de Granola, va rapidement utiliser l'Ultra Instinct pour esquiver les attaques de Granola de manière instinctive. Mais il en faut plus pour rivaliser avec Granola qui d'un seul coup bien porté et bien précis va atteindre Sangoku au point qu'il retrouve sa forme normale. Pendant que Granola explique à Sangoku comment il a réussi à l'atteindre malgré l'Ultra Instinct, Vegeta commence à se souvenir peu à peu du peuple céréalien. Et j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse, mais Granola partage pas mal de points communs avec Sangoku. Déjà par le fait qu'il dévoile à ses adversaires comment il arrive à être plus fort qu'eux. Comme ça a été le cas avec Sangoku qui avait confié à Hit comment il avait percé son secret et comment il comptait le combattre.
Pour en revenir au combat, Granola est agacé par le fait que Sangoku ne dévoile pas sa véritable puissance, et dans le même temps, Sangoku est confus. Il pensait que Granola était le méchant. Le combat reprend avec un Granola énervé et un Sangoku en Super Saiyan Blue, qui semblent se jauger l'un l'autre. Pendant ce temps-là, Vegeta s'est enfin rappelé de l'histoire des céréaliens. Bien que Granola soit supérieur à Sangoku sur le plan puissance, et bien sûr l'intelligence de combat, on remarque que le Saiyan au cœur pur est meilleur, même s'il n'a pas l'avantage. Granola encaisse un joli Kamehameha de Sangoku en lui infligeant un coup précis au niveau du cou. Ainsi les deux combattants sont éjectés et Sangoku retrouve alors sa forme de base. Ayant confiance en ses capacités et en son œil droit, Granola assure à Sangoku que même s'il augmentait sa vitesse d'esquive, il ne pourra jamais être plus fort que lui. Pour Sangoku, il ne semble pas combattre pour sa vie puisqu'il révèle son manque de maîtrise vis-à-vis de l'Ultra Instinct, même si Granola lui assure qu'il n'aura jamais le temps de la perfectionner. Quant à Granola, ce dernier manipule une technique fortement similaire à celle de Moro, vous savez, la manipulation de l'énergie planétaire. Ce n'est qu'à la vue de l'Ultra Instinct maîtrisé que Granola va réellement se retrouver en difficulté puisqu'il ne parvient plus à repérer les points vitaux de Sangoku. D'ailleurs, ce dernier réussit à placer quelques coups sévères à Granola sans lui causer de réels dégâts. Sangoku a d'ailleurs compris que Granola n'était pas un véritable ennemi. Bien qu'il soit Saiyan, ils ne sont pas responsables des actes commis par le passé. Il tente alors de discuter avec Granola, mais ce dernier est pour le moment aveuglé par la vengeance. Le céréalien n'a alors plus l'avantage sur le Saiyan qu'il considère comme un ennemi à abattre. Il admet avoir sous-estimé les Saiyans et ne pensait pas qu'il s'était autant amélioré. Sangoku, qui pensait avoir remporté ce combat, sera surpris de comprendre que Granola n'était pas à fond, puisqu'il divisait en réalité sa puissance en ayant donné vie à un double de lui. Le vrai Granola n'aura aucun mal à atteindre Sangoku alors qu'il était en Ultra Instinct maîtrisé, même si bon, le vrai Granola a pu observer et analyser la nouvelle transformation de Sangoku au fil du premier combat, ce qui lui a permis de trouver une ouverture. Provoqué par Vegeta, Granola va accepter de laisser Sangoku à terre le temps d'éliminer Vegeta. Et d'ailleurs ce dernier prendra plaisir à lui dire qu'il va en finir avec les céréaliens. C'est ainsi que le nom de Freezer est mentionné, puisque Granola pense encore que les Saiyans bossent pour lui. Vegeta lui répond alors que cela fait un moment qu'il ne fait plus partie de son armée. Ce à quoi Granola pense qu'il dit ça pour éviter la mort. D'ailleurs, Oatmeal va confier à Granola que le comportement des Saiyans est étrange, puisque Sangoku a quand même dit qu'il n'avait pas l'air si mauvais. Mais encore et toujours, Granola prend ça pour de fausses paroles afin qu'il puisse se sauver d'une mort certaine. Le combat débute et Vegeta fait preuve d'une énergie destructrice assez conséquente, même si pour le coup Granola est supérieur à ce niveau-là après une petite démonstration de force. C'est un corps à corps explosif qui reprend et le prince des Saiyans se défend plutôt bien. Granola aura d'ailleurs besoin de l'aide de Oatmeal pour viser plus précisément. Vegeta admet que le niveau de Granola est pour le moment supérieur, mais qu'il va bien réussir à le surpasser. Le céréalien prend ça pour de l'orgueil et fait comprendre à Vegeta qu'il espère en vain. Le prince des Saiyans pousse alors Granola à détruire une des villes dans laquelle il habitait avant la destruction de son peuple, et c'est de cette manière que Vegeta comprend que Granola a acquis ce pouvoir il n'y a pas si longtemps. Vegeta tente alors le combat psychologique également en discutant avec Granola, mais ce dernier ne cesse de s'énerver, refusant d'entendre un mot de plus venant d'un Saiyan. Il parvient alors à toucher brutalement Vegeta, lui faisant retrouver sa forme de base, mais il sera l'élément déclencheur de l'ultra ego de ce dernier. Ainsi le combat s'annonce dantesque. Vegeta reprend alors le dessus sur un Granola confus par ce qui est en train de lui arriver. Il n'était pas prévu de tomber sur des combattants aussi puissants avant Freezer. Il arrive à heurter Vegeta, mais sa forme d'ultra ego lui confère une puissance de plus en plus conséquente au fur et à mesure que son agressivité augmente. C'est une nouvelle correction qu'il inflige à Granola afin de lui faire comprendre qui est le plus fort des deux. Ainsi, une nouvelle discussion peut démarrer puisque Granola sombre dans l'incompréhension totale. Vegeta lui explique alors que son nouveau pouvoir de destruction lui permet de devenir plus fort à chaque dégât qu'il subit. Il remercie Granola d'avoir été l'élément déclencheur de sa nouvelle transformation, ce à quoi le céréalien répond par une attaque de ki sous la colère. Bien qu'elle semble puissante, Vegeta encaisse de plein fouet puisqu'il s'agit là pour lui d'un stimulant plus que satisfaisant. Granola se questionne. Pourquoi Vegeta n'opte pas pour une technique similaire à l'Ultra Instinct? Eh bien le prince des Saiyans lui répond que cette technique n'est pas faite pour lui. Il n'en fait qu'à sa tête, il a toujours été maître de son évolution après des prises de conscience profondes et des entraînements physiques plus qu'intensifs.
Le prince des Saiyans préserve alors l'avantage sur le céréalien et ainsi une nouvelle discussion est entamée dans laquelle Vegeta confie à Granola que les Saiyans sont également victimes d'un génocide en masse par Freezer. Malgré cette information, Granola ne souhaite pas arrêter sa vengeance et frappe Vegeta qui encaisse une nouvelle fois. Voici un pouvoir similaire à celui de Broly tout de même. Oatmeal intervient auprès de Granola pour tenter de le dissuader de continuer sa vendetta. Après tout, les Saiyans sont eux aussi victimes et Sangoku et Vegeta n'étaient pas au courant du sort des céréaliens. Granola se débarrasse alors de son coéquipier jugeant qu'il n'a plus besoin de lui, ayant accepté les propos de Vegeta vis-à-vis de son manque de maîtrise au sujet de sa puissance. Il avance à Vegeta qu'il n'est pas le seul à progresser lors d'un combat puisqu'il s'empare d'une bâtisse qu'il va projeter sur le prince des Saiyans grâce à sa télékinésie. Bien évidemment, ça ne suffira pas à défaire Vegeta qui est bien lancé depuis qu'il a acquis cette nouvelle forme divine. Le combat ayant entraîné la destruction de la ville en ruine dans laquelle ils étaient, Vegeta et Granola débutent un corps à corps explosif se rendant coup pour coup. Comme Granola et Sangoku le pensent, Vegeta a peut-être atteint sa limite, et ce n'est pas rien. Il vient seulement d'obtenir cette nouvelle forme, ce qu'il a déjà réalisé est énorme. Alors que Vegeta s'apprête à envoyer une attaque de ki destructrice sur la planète céréale, Granola se prépare à la repousser. C'est ainsi que son œil gauche devient lui aussi rouge. Le céréalien réussit à annuler l'attaque de Vegeta provoquant une énorme explosion visible depuis l'espace. Une fois la fumée dissipée, on découvre un Vegeta à terre et un Granola bien debout. Il remercie Vegeta à son tour pour lui avoir fait prendre conscience de son vrai potentiel. Voilà que Granola peut enfin exercer sa pleine puissance sans problème. Le céréalien reprend alors l'avantage sur le prince des Saiyans qui lui est affaibli par le combat qu'il vient de mener, retrouvant alors sa forme de base sans aucune possibilité de vaincre son adversaire. Vegeta sera sauvé par Sangoku qui n'est pas résolu à le laisser périr des mains de Granola. D'ailleurs, Sangoku sauvera Vegeta à 2 reprises et presque consécutivement. Granola ne comprend pas comment Sangoku a réussi à réagir à temps. Mais vous le savez désormais, Sangoku est un génie du combat. Il a réussi à déceler la technique de Granola. Il se laissera même volontairement frapper pour prouver qu'il a compris sa technique, puisque Granola semblait ne pas le prendre au sérieux. Pour cause, Sangoku déplace tout simplement ses points vitaux, ce qui gêne complètement Granola dans la précision de ses coups. Mais cette information n'inquiète pas le céréalien puisque même si Sangoku peut esquiver et déplacer ses points vitaux, il n'est pas assez fort pour combattre Granola sur le plan attaque. Un nouveau combat au corps à corps reprend et se termine rapidement avec un échec de Sangoku. Entre Sangoku et Vegeta, les leçons de morale coulent à flot pour Granola qui ne cesse de prendre conscience petit à petit que ce qu'il fait n'est peut-être pas la bonne voie à emprunter. Comme le dit Vegeta, c'est vrai que même s'ils ne sont pas responsables de la mort des céréaliens, il ne peut pas aller à l'encontre de la mission de Granola. Ainsi, il accepte de l'affronter dans un combat à mort. Et Granola commence à comprendre qu'ils ne sont pas si mauvais. Depuis le début du combat, Oatmeal également lui confie qu'ils n'ont pas l'air d'être les grands méchants de l'histoire. Le combat continue dans l'une des villes des Sugariens. Il est hors de question pour Granola d'endommager cette ville, et de prendre le risque de blesser ses habitants. Vegeta espère alors jouer de cette situation pour continuer le combat. Mais il sera brutalement neutralisé par Granola, qui lui tire des attaques de ki à bout portant. Alors que le combat a quand même effrayé une mère et son enfant, Granola se remémore le moment où il est parti se réfugier auprès de sa mère lors d'une attaque des Saiyans. Voilà qu'encore une fois, son passé semble le hanter encore et toujours, ne laissant que très peu de chance pour pardonner les Saiyans de ce génocide. Vegeta aura les mots cibles pour toucher Granola puisqu'il lui dit que s'il les tue, alors il ne vaudra pas mieux que les Saiyans, et pourtant, les céréaliens ne sont pas des barbares. Ce dernier accepte alors d'éliminer Vegeta avec toute sa puissance, ce qui aura pour effet de provoquer sa mort au passage. Hors de question pour Sangoku de laisser un tel acte être commis. En réalité, Oatmeal est parti chercher Monaito pour qu'il puisse intervenir et dissuader Granola d'aller jusqu'au bout de sa quête. Puis on apprend dans le même temps que le céréalien ignore toute la vérité sur les Saiyans. Et c'est le cas de le dire, puisqu'il y a 40 ans, ils ont été sauvés par un Saiyan connu sous le nom de Bardock. Ce nom n'est pas inconnu puisqu'il s'agit du père de Sangoku. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a 40 ans sur la planète céréale, alors que la vie semble battre à son plein, les céréaliens et les Namek vivent en paix et s'aident mutuellement dans le quotidien. Un soir, et plus particulièrement une nuit de pleine lune, des vaisseaux étrangers se manifestent et atterrissent sur la planète céréale, provoquant de légères destructions parmi les champs et les récoltes.
Certains individus qui à la vue de la pleine lune se transformaient en singes géants, et d'autres semblaient appartenir à une race différente, mais tous aux ordres d'une seule et même personne. Malheureusement, les Namek et les Céréaliens étant peu nombreux, ils n'ont pu opposer aucune résistance face à la menace que représentait cette armée envahissante. Rapidement, les habitants se sont fait massacrer par les soldats armés, sans aucune pitié. Monaito est le seul Namek à avoir survécu à ce massacre, et il a été chargé de préserver les Dragon Ball. De l'autre côté, les Céréaliens ont essayé tant bien que mal à combattre l'ennemi, mais ils n'étaient pas assez forts, ni assez bien équipés pour y parvenir. Un des Ozaru qui porte la cicatrice de Bardock semble observer un enfant céréalien fuir pour sa survie. Ce jeune garçon est en réalité Granola, qui a pris refuge dans les bras de sa mère. Bardock l'a alors suivi jusqu'à l'abri et s'apprêtait possiblement à leur faire du mal. Mais Flake, l'un des guerriers céréaliens, a réussi à détruire la lune avant que le pire ne soit commis, même si les Saiyans restent de redoutables guerriers en forme humaine. Bardock, ayant repris sa forme humaine, observe Granola et sa mère. Celle-ci tentera d'ailleurs de repousser Bardock sans que celui-ci ne réplique. Il a lui-même une vision du passé dans lequel il revoit son fils Kakaroto et c'est ce souvenir qui va le dissuader de terminer son acte. Après tout, il vient d'être père et il sait à quel point la vie d'un enfant est précieuse. Bardock décide alors d'épargner Granola et sa mère Muesli, et les accompagne jusqu'à Monaito, ainsi les rencontres sont faites. Voilà donc que la vérité est dévoilée à Granola après 40 ans passés à haïr les Saiyans, il se trouve actuellement devant le fils du Saiyan qui lui a sauvé la vie à cette époque. Cette vérité apporte une question par Granola. Pourquoi ta mère n'a-t-elle pas survécu? Pour le savoir, Monaito replonge dans le passé pour nous dévoiler le récit de cet événement si tragique. Alors que Bardock est sur le point de repartir, il découvre grâce à son scouter que les Eaters sont là, et qu'ils comptent trahir Freezer. Et alors qu'ils écoutent la conversation, Granola débarque et est surpris de voir Bardock, puisque c'est un Saiyan. Il va alors faire du bruit, ce qui va attirer l'attention des Eaters. Bardock va tenter de les sauver en faisant croire qu'il recherchait les survivants pour les éliminer, et qu'ils peuvent partir. Il va s'occuper d'eux. Mais Elec ne semble pas prêt de partir et souhaite voir Bardock les éliminer. Mais sur un moment d'hésitation et surtout, après avoir expliqué qu'il compte les interroger, Elec va dégainer une arme et tirer sur Muesli, la mère de Granola. Vous l'avez compris, la mère du dernier céréalien est morte des mains de celui qui l'employait. Bardock a donc fait usage d'une attaque de ki pour provoquer un nuage de fumée afin de leur permettre d'aller se cacher. Il a donc décidé d'aider ses survivants sachant qu'il a affaire aux Eaters. Voilà donc une confession tragique. Granola vient d'apprendre qui était le vrai meurtrier de sa mère. Il en veut alors à Monaito de lui avoir caché la vérité, mais ce mensonge était pour le salut. Le céréalien se sent alors humilié, les Eaters se sont servis de lui alors même qu'ils ont tué sa propre mère. Voilà un point commun avec Vegeta qui a servi Freezer pendant des années sans savoir qu'il était celui qui avait décimé son peuple. Monaito confie également que Bardock a réussi à vaincre Gas, ce qui est un exploit quand on sait à quel point il est fort. Pendant que la vérité éclatait au grand jour, un nouveau guerrier a pris naissance. Voici le nouveau Gas, et celui-ci vient de faire le même vœu que Granola. Il ne faudra pas longtemps avant que Gas n'attaque Granola en employant une technique à base de magie, puisqu'il crée une sorte de fourche et embroche le céréalien sans aucune difficulté grâce à la télékinésie. On remarque alors que le principal pouvoir de Gas est la magie, et à ce titre, il peut créer des armes de toutes formes qui infligent de vrais dégâts. Voilà un pouvoir plutôt original. Granola se fait alors malmener par Gas avant que ce dernier n'ajoute qu'Elec tenait la puissance du céréalien à haute estime. Mais finalement, il ne vaut pas grand-chose. Durant le combat, Granola questionne Gas sur sa survie. Pourquoi ne pas l'avoir achevé? Tout simplement parce qu'ils ont appris que des années plus tard qu'il avait survécu. C'est aussi simple que ça. Sachant que Granola s'était déjà fait une réputation de chasseur de primes, Elec préférait l'avoir à ses ordres plutôt que l'éliminer. Il a donc vu ses intérêts, comme tout bon méchant de l'histoire le ferait. Dans le passé, Elec était déjà venu voir Granola alors qu'il n'était encore qu'un enfant, et il lui a rapidement proposé de travailler pour lui en échange de récompenses énormes afin de pouvoir aider son grand-père à vivre dans une belle maison. Vaincu par Gas et étant à bout de force pour se relever, c'est Sangoku qui va prendre le relais pour sauver Granola d'une mort certaine. Approché par Vegeta, ce dernier préférera lui donner le dernier haricot magique, ainsi s'il se voit rétabli avec une pleine énergie, il pourra offrir un beau combat à Gas. Le prince des Saiyans va alors motiver le dernier céréalien afin qu'il accepte d'avaler ce haricot magique, et après chose faite, il va se rendre auprès de Monaito,
qui était sur le point de se faire torturer par Oil et Maki. Il renoue également avec Oatmeal afin de pouvoir combattre ensemble. Il est temps pour qu'une revanche ait lieu entre le dernier céréalien et le guerrier le plus puissant de l'univers. Granola prend l'avantage sur Gas, même si l'écart n'est pas incroyable, il faut savoir que Gas vient d'obtenir cette puissance, et qu'il ne sait pas encore bien la maîtriser. Voilà donc que le travail d'équipe fonctionne. Oatmeal conseille Granola en analysant chaque seconde du combat, ce qui permet au céréalien de pouvoir s'adapter au combat qu'il oppose à Gas. Même si dans un premier temps Granola semble dominer le combat, en réalité c'est autre chose. Gas refuse tout simplement de faire usage des nouveaux pouvoirs qu'il a obtenus avec son vœu. Quoique, il a finalement opté pour une libération de ki plus que gigantesque, même Granola a compris qu'il cachait sa véritable puissance, et celle-ci a l'air énorme. Gas n'a alors aucune difficulté à reprendre le combat, mais cette fois-ci, il ne cache pas la supériorité qu'il porte sur Granola, aussi bien sur le plan vitesse que force brute. Le combat reprendra avec un Granola plus à l'aise qui arrive à mettre Gas en difficulté, les attaques et les défenses sont plutôt bien amenées des deux combattants, mais il est temps d'obtenir une conclusion à ce combat. Je vous donne mon propre avis, mais Granola avait remporté ce combat grâce à sa maîtrise supérieure et à son intelligence de combat. Si Gas n'avait pas été soigné par ses proches, on ne sait même pas s'il aurait pu continuer à combattre. Et le pire, c'est qu'Elec lui a retiré son collier, et là vous allez me dire, il a quoi son collier? Et bien tout comme Broly, si on retire le collier à Gas, il n'a plus aucune maîtrise de sa conscience. Il libère la bête déchaînée qu'il a en lui. Voici donc la transformation de Gas. Un peu comme Zarbon, il gagne en masse et son expression est plus bestiale. Il dégage également une importante énergie qui ne laisse présager rien de bon. Bien évidemment, sous cette forme, Granola n'arrivera pas à combattre de manière égale, déjà qu'il a eu du mal contre un Gas normal, alors imaginez face à une bête qui a pour seul instinct la violence. Un peu plus tard, Granola profitera d'une inattention de Gas pour attaquer Elec, et enfin venger sa mère. Mais Gas a retrouvé ses esprits et donc il est enfin focus sur le combat à 100%. Il va donc briser les bras de Granola de manière brutale, avant de lui enfoncer ses doigts dans les yeux, et tout cela en l'espace de quelques secondes. Et comme si ça ne suffisait pas, il va lui tirer une balle dans le dos afin de lui faire rappeler la mort atroce que sa mère a eue alors qu'elle tentait de le protéger. Monaito va alors faire de son possible pour rétablir Granola, qui malgré la violence des attaques subies est toujours en vie. Mais Gas n'est pas résolu à laisser grand-père Namek soigner tout le monde à chaque fois. Sangoku a alors profité d'une baisse de garde de la part de Gas pour le téléporter sur une autre planète afin de l'éloigner de Granola. Il va alors profiter de ces quelques petites minutes de tranquillité pour faire évacuer le céréalien. J'aurais adoré vous raconter les détails du passé, mais je vous réserve une vidéo bien complète sur les Eaters qui arrive d'ici très peu de temps sur la chaîne. Soyez un petit peu patient, j'y travaille. Alors que Sangoku combattait Gas en attendant que Granola se rétablisse, ce dernier intervient pour prendre le relais. Après tout, c'est son combat à la base. Il écarte Sangoku du combat en lui demandant de faire confiance en sa force. Il a lui aussi entendu la voix de Bardock dans son rêve et il veut accomplir ce qu'il a à faire. Un duo se forme, le fils de Bardock et le dernier céréalien en équipe pour défaire Gas. Est-ce que cela va fonctionner? Entre Monaito qui se met en travers du chemin de Oil et Maki, Vegeta qui retient Gas et Sangoku qui a fait appel à sa forme dite astrale pour bloquer Gas également, Granola de son côté est en train de préparer un tir ultime pour en finir. Le tir est lancé et on constate que sa puissance est telle qu'elle éblouit absolument tout le paysage, provoquant au passage des bourrasques de vent bien puissantes. Touché de plein fouet par cette sublime attaque, Granola confie qu'il ne voulait pas éliminer Gas. Il n'a donc pas exercé toute sa puissance afin de ne pas l'éliminer. Cependant, cette puissance endossée a mis Granola dans un état lamentable. Il perd du sang et se voit infliger une profonde fatigue. Son espérance de vie a également été réduite et s'il avait balancé toute sa puissance, ça l'aurait alors tué. Il lui reste désormais que 3 ans à vivre et il faut se souvenir qu'à la base, il avait une espérance de vie d'environ 150 ans. Soigné par Monaito, Granola, Sangoku et Vegeta semblent avoir remporté la bataille. Mais qu'en est-il de Gas? Eh bien, il n'a pas prévu d'abandonner, bien que Granola lui ait épargné une mort certaine de par son tir, il a alors profité que tout le monde avait la garde baissée pour attaquer Monaito. On constate également que son physique a pris un sérieux coup de vieux, on dirait un zombie et c'est vrai qu'il ne doit pas lui rester beaucoup de temps à vivre.
En attendant que Granola vienne en aide à son grand-père adoptif, c'est Sangoku et Vegeta qui vont prendre cher, mais vous connaissez nos Saiyans, ils ne sont pas prêts d'abandonner. Monaito, qui est sur le point de mourir, remercie Granola de toutes ces belles années passées à ses côtés. Mais désormais sa vie doit prendre fin comme il était initialement prévu il y a 40 ans. Voici des adieux similaires à ceux de Piccolo à Sangohan lors de sa mort contre Nappa. Bien qu'il ne respirait plus, Monaito sera guéri par Whis qui a fait une exception pour Sangoku, et oui je vais un peu vite, mais Gas a été vaincu et Elec a été éliminé par quelqu'un qui ne rigolait pas, mais ça je vous en parlerai dans la vidéo dédiée aux Eaters. Invité par Sangoku à se joindre à eux pour des entraînements sur la planète de Beerus, Granola décline l'invitation car il doit d'abord s'occuper sur la planète Céréales. Il a pour projet de rendre son aspect d'antan. C'est avec un au revoir que Granola et les Saiyans de l'univers 7 se quittent, se promettant un nouveau combat prochainement dans lequel le dernier céréalien se voit gagner. Une sorte d'amitié semble avoir pris vie entre nos protagonistes, Granola ayant enterré la haine qu'il voit envers le peuple qui a massacré son peuple. Cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère sincèrement que le récit de cette histoire vous a plu et bien évidemment si c'est le cas je vous invite à liker, ça récompense le travail fourni. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça montre le soutien à la chaîne, et moi je vous dis à très vite sur la chaîne du Captain Barbu.